Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau cours d'électronique RF. Aujourd'hui, on va parler d'adaptation d'impédance et je vais vous en exposer les principes de base et concrètement ce que ça implique. Alors on l'a déjà vu, une onde qui se propage quand elle rencontre un changement de milieu, donc à une interface, une partie de l'onde va être transmise de l'autre côté de l'interface, mais une partie de cette onde va être aussi réfléchie par l'interface et va revenir vers, si je puis dire, l'envoyeur. Alors, en électronique, notamment en électronique RF, ça pose deux problèmes. Le premier problème, c'est que les éléments qui transmettent de la puissance, donc ça peut être un amplificateur, sont pas forcément designés pour avoir de la puissance qui revienne vers eux. Clairement, ça peut griller des composants et ça peut poser d'autres problèmes. Le deuxième sujet, c'est que si on crée de la puissance, c'est pour qu'elle soit transmise, c'est pas pour qu'elle soit réfléchie vers les éléments d'entrée. C'est vraiment pour qu'elle soit transmise. Donc ces deux éléments-là nous imposent de gérer la puissance de manière convenable. Alors, comment on fait pour optimiser le transfert d'une puissance? Et déjà, qu'est-ce que c'est qu'une puissance dans un circuit? Bon. Le premier point qu'on peut voir, c'est que tous les éléments d'une chaîne de transmission sont la source pour l'élément qui est après, qui est la charge de cette source. Donc en fait, n'importe quel couple de deux éléments qui se succèdent dans une chaîne de transmission est un couple générateur-charge. Donc dans la suite de mes explications, je vais parler de générateur et de charge. C'est pas forcément une alimentation et une vraie charge. Ça peut être simplement deux éléments d'une chaîne qui se succèdent. Voilà, c'est important d'avoir ça en tête. Alors, pour tous les calculs qu'il y aura après, je vais prendre E pour la source de tension, ZS, RS et XS pour les éléments qui constituent l'impédance du générateur, donc tout l'élément du premier élément de la chaîne, et ZC, donc RC et XC pour les éléments qui correspondent aux charges. Ça va permettre d'expliquer un peu les calculs. Donc là, j'ai un schéma qui est assez simple et qui permet de représenter deux éléments d'une chaîne qui se suivent. Et les pointillés correspondent en fait à la frontière entre ces deux éléments. Entre ces deux éléments, j'ai forcément une tension qui va se propager et j'ai un courant I qui va être transmis. Si je veux donner l'expression du courant en fonction de tous les autres éléments, pour connaître la puissance maximale qui va être transmise, c'est ça qui nous intéresse, je vais avoir I est égal à E sur l'ensemble des impédances, donc I égale E sur les impédances. Le module de I, il va être donné par la racine carrée des éléments, donc en gros la partie imaginaire au carré plus la partie réelle au carré, tout ça sous une racine. Et la question est comment on caractérise la puissance utile reçue dans la charge? Eh bien ça correspond à la partie réelle de cette puissance. Donc cette puissance réelle, elle s'écrit RCI carré, et voilà, j'en donne l'expression. Ce qu'on voit, c'est qu'au dénominateur, si on veut diminuer la valeur du dénominateur, donc pour augmenter la puissance au global dans l'expression, il faut que xs plus xc soit annulé. Donc, dit autrement, xs doit être égal à moins xc. Dans ce cas-là, on obtient une condition qui fait que la puissance globale est maximisée. Alors évidemment, on ne peut pas faire la même chose avec les résistances. Une résistance ne peut pas être négative. Donc pour la suite, on va donc simplifier l'expression et la puissance utile est égale à RC E carré divisé par les parties réelles des impédances au carré. Donc pour maximiser ça, on va trouver en fait la valeur qui va annuler la dérivée de cette expression, sachant qu'on n'a pas besoin de passer par la dérivée seconde pour savoir si c'est un maximum ou un minimum, puisque les résistances sont positives. Donc on sera forcément sur un maximum. Donc je redétaille pas,
j'ai pas mis toutes les étapes. Là, on a l'expression qui permet d'annuler la dérivée de la puissance utile. Et ce minimum, on le voit, il est atteint si RS égale RC. Et donc, dans ce cas-là, si RS égale RC, l'expression de la puissance maximale qui peut être transmise à la charge vaut Pmax égale la source de tension au carré divisé par 4 RC. Voilà, ça c'est la puissance maximale utile qu'on peut transmettre à la charge. Donc pour résumer, pour maximiser la puissance transmise entre un élément et la charge correspondante, il faut que les deux impédances soient les conjuguées l'une de l'autre, c'est-à-dire que la résistance de charge soit égale à la résistance de source et que les deux réactances soient de signes opposés et de même valeur. Donc pour info, en dessous j'ai mis une courbe qui correspond, alors qui vient de Wikipédia, et qui donne deux éléments. La première, c'est la courbe du ratio puissance utile max divisé par la puissance utile en fonction du couple RC sur RS. Ça, c'est la courbe en vert. Ce qu'on voit, c'est qu'elle est bien maximisée pour la valeur 1, c'est-à-dire quand les deux résistances sont égales. Donc on voit que quand les deux résistances sont assez proches l'une de l'autre, au final on transmet quand même beaucoup de puissance, mais quand on est sur des valeurs bien différentes entre les deux résistances, là on commence à avoir vraiment un problème d'adaptation et on ne transfère plus bien la puissance. La courbe rouge permet de voir le rendement. Donc qu'est-ce que c'est que le rendement dans ce cas? C'est le ratio entre la puissance transmise à la charge par rapport à la puissance qui est consommée dans le générateur, donc dans sa résistance interne. Là, pour le coup, on a quelque chose de complètement différent. Ce qu'on voit, c'est que si la résistance du générateur est la plus faible possible par rapport à la résistance de la charge, on a un meilleur rendement. Mais c'est logique. Et quand on fait de la transmission de puissance, ce qui nous intéresse, c'est pas d'avoir un bon rendement, c'est d'avoir le maximum de puissance transmise dans notre charge. Dans certains cas, on ne veut pas transmettre une puissance maximale. Je donne un exemple. Si j'ai un filtre à base d'AOP, ce qui m'intéresse, c'est que la tension ne soit pas déformée. Donc je veux pas optimiser la puissance, par contre je veux optimiser la tension. Et ça revient en fait à se mettre sur la courbe rouge le plus à droite possible avec une impédance de sortie du premier élément nulle et l'impédance d'entrée de l'AOP qui tend vers l'infini. Donc ça dépend dans quel cas on se place et c'est pas toujours optimal pour ce qu'on veut faire de transmettre le plus de puissance possible. Mais dans les circuits RF, c'est quand même souvent le cas et c'est un peu l'objectif d'un transmetteur RF. Donc comment on règle ce problème? Pour maximiser la puissance transmise, on a vu qu'il fallait que l'impédance de charge devait être le conjugué de l'impédance de source. Et pour ça, on va rajouter ce qu'on appelle un réseau d'adaptation d'impédance qui va permettre de, entre guillemets, transformer l'impédance de charge pour qu'elle ait, du point de vue du générateur, une valeur qui soit son conjugué, enfin le conjugué de son impédance interne. Si je fais le calcul total de l'impédance entre l'impédance de charge et l'impédance globale du réseau de circuits d'adaptation, je dois obtenir ZS étoile, donc l'impédance conjuguée de celle du générateur. Et c'est ça l'objectif d'un réseau d'adaptation. Donc là, on a vu un peu pourquoi on faisait de l'adaptation d'impédance. Dans la seconde partie, je vais montrer des exemples d'adaptation d'impédance. Pas forcément par le calcul, plutôt en utilisant la bague de Smith, parce que c'est un outil qui est très simple d'utilisation. Sauf quand on veut devenir spécialiste RF, où là, on est un peu obligé de comprendre aussi pourquoi on choisit telle ou telle topologie de réseau d'adaptation d'impédance. Là, c'est pas le but. Le but, c'est pas de vous faire devenir expert en RF, mais de vous faire comprendre un petit peu les subtilités de la bague de Smith pour que vous compreniez là où il y a des points d'attention à apporter. Voilà, je pense que j'ai terminé pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer. J'essaierai d'y répondre.
et je vous dis à la prochaine fois. Merci.